Pierre Bellemare, à Lally. La porte du bureau de chômage est recouverte d'affiches sales et à moitié décollées que personne ne consulte jamais. On peut lire sous les graffitis les heures d'ouverture et de fermeture du bureau, ainsi que la liste des conditions à remplir pour être inscrit au chômage. Tant de fois ouverte depuis la fin de la guerre et la terrible crise qui règne en Allemagne, cette porte laisse passer un lent défilé d'ouvriers, d'employés de bureau et même des paysans des environs de Bayreuth à la recherche du moindre petit emploi. L'homme qui vient de passer par cette porte un jour d'avril 1950 ne ressemble pas aux autres. Il n'a pas dans le regard cette lueur à la fois quémandeuse et résignée des gens sans travail. Mais l'employé ne le regarde pas tout de suite. Le nez penché sur ses formulaires, il marmonne. Votre nom, votre âge, votre spécialité, êtes-vous immigré? Est-ce que vous bénéficiez d'une aide de l'État? Le silence qui accueille ce flot d'interrogations surprend l'employé. Le crayon en l'air, il examine le demandeur. Mais cet homme est-il bien demandeur? Vous êtes demandeur? Pardon? Vous êtes chômeur, vous cherchez un emploi, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors répondez aux questions. Je répondrai aux questions quand vous les poserez tranquillement et poliment. L'homme a levé le menton et fusillé l'employé d'un regard bleu tout à fait glacial. Le visage régulier, aux traits durs, au teint même, surprend l'employé. Pour qui se prend-il celui-là? Pour un prince? Je n'ai pas le temps de vous envoyer un faire-part. Il y a des gens qui attendent. Alors dépêchez-vous, le bureau ferme à 5 heures. Vous fermez à 5 heures? Parfait. De mieux en mieux. L'Allemagne n'a pas de travail et le bureau de chômage ferme à 5 heures. C'est bien l'administration. Vous devriez, monsieur, travailler toute la nuit s'il le fallait, puisque vous avez la chance, vous, d'avoir du travail, et non pas fermer à 5 heures au nez et à la barbe des gens comme moi qui crèvent la faim. La discussion risque de s'éterniser et l'employé, n'ayant pas de réponse logique à cet argument, préfère soupirer. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Borwin Polstorff. J'ai 52 ans, monsieur. La guerre m'a chassé de mon pays. Je ne suis qu'un homme sans qualification, rien qu'un homme déchu de ses droits, de sa fortune et de sa vie même. Et savez-vous, monsieur, savez-vous que si je ne trouve pas de travail, ma femme devra mourir? Borwin Polstorff n'est pas un chômeur comme les autres. Il n'est pas non plus un homme comme les autres. Dans le dossier conservé par le bureau de chômage de Bayreuth, au titre des années 1950 à 1956, Borwin Polstorff apparaît quelquefois comme travaillant dans une ferme ou une autre en qualité de régisseur. Il semble qu'après de longues palabres, l'employé ait réussi à déterminer lui-même les aptitudes au travail de ce chômeur pas comme les autres. Quel genre de travail peut accomplir un homme de 52 ans, né dans la richesse, habitant un manoir, élevant des chevaux et vivant du produit de ses fermages? C'était cela, Borwin Polstorff, avant la guerre. Il vivait quelque part en Tchécoslovaquie, sa femme était belle, sa jument était une merveille, sa vaisselle en porcelaine et ses revenus en or. Il ne reste de tout cela que quelques photos jaunies collées dans un album et un orgueil démesuré qui ne peut guère s'accorder avec les rares emplois que l'on propose à cet homme. Si rare et si mal vécu que Borwin Polstorff est définitivement chômeur en 1956. Février 1956 donc, dans la campagne des environs de Bayreuth, à l'entrée d'un champ boueux, une petite maison délabrée abrite le couple Polstorff. Borwin se tient sur le pas de la porte. Grand, toujours hautain, dans un costume râpé, il discute âprement avec le propriétaire de la maison. « Je vous paie régulièrement le loyer, monsieur Bader, et d'ici peu, je pourrai vous acheter cette maison. » Vous ne payez pas régulièrement, monsieur Polstorff, et je ne vendrai que si vous avez la somme en totalité, pas avant. Vous pourriez me faire crédit, un homme comme moi a de l'honneur. Je n'en doute pas, monsieur Polstorff, mais votre situation actuelle... Qu'a ma situation actuelle? Je suis un homme plein de ressources et d'idées. J'ai possédé jadis plus que vous ne pourrez jamais posséder, monsieur Bader, et je ferai ici un centre touristique. Ici? Le propriétaire jette un œil étonné sur le champ boueux et la maison de 2 pièces qu'il loue depuis 1 an à ce fou grandiloquent. Ici, je ferai construire un haras et j'organiserai des promenades à cheval pour les gens de Bayreuth. Plus tard, nous bâtirons aussi un club pour les réunions et les soirées. Vous ne reconnaîtrez plus votre domaine, monsieur Bader.
J'ai peur que vos rêves ne vous emportent trop loin, monsieur Polstorff. En attendant, vous pointez au chômage, je crois. Provisoirement. Un homme comme moi ne peut se contenter d'une vie aussi plate. Et, confidentiellement, monsieur Bader, j'ai promis à ma femme. Ma femme a beaucoup souffert. Elle est fragile et triste. Elle est si belle, si charmante. Ah, si vous l'aviez vue chevaucher dans notre parc, danser dans nos salons. En rentrant chez lui, quelque temps plus tard, le propriétaire de la maison délabrée se dit que, décidément, il n'arrive pas à comprendre son locataire. Comment peut-on avoir si peu de sens pratique? Cet homme est fini. Il passe son temps à échafauder des rêves fantastiques et il ne se rend pas compte que la misère lui colle désormais à la peau. Il parle de sa femme comme elle devait être il y a 15 ans avant la guerre. Il en parle, mais la voit-il vraiment? Elle était assise sur une marche de bois du perron lorsque le propriétaire est arrivé et immédiatement, c'est elle qui a pris la parole. « Excusez-nous, monsieur Bader, mon mari n'a pas tout l'argent du loyer cette fois. J'aurais voulu vous l'apporter moi-même, mais je suis si fatiguée. Ne craignez rien. Cependant, il vous donnera le complément dans quelques jours. » Une ombre de femme, Clara Polstorff. Un corps si mince, des cheveux si clairs, des yeux si pâles. Ce soir de février 1956, alors que le propriétaire rentre chez lui en philosophant sur la misère de ses locataires, Clara Polstorff dit à son mari « Borvin, le moment est arrivé. » Ils sont dans la cuisine tous les deux, de chaque côté d'une table en formica. Tout est laid, les meubles d'occasion, le vieux papier peint sur les murs condolés d'humidité, et Clara sait que rien ne changera jamais. Ils font partie, Borvin et elle, d'un temps révolu. Leur vie antérieure était la vraie vie. Ce qu'ils vivent depuis la guerre n'est qu'une mort lente. Et Clara répète « Le moment est arrivé, Borvin. Tu l'as promis. » 4 jours plus tard, Borvin Polstorff sort de chez lui et ferme soigneusement les volets de bois et la porte. Il ferme aussi la barrière qui clôt le champ boueux dont il rêvait de faire un haras. Il est en imperméable. Il porte une petite valise, des gants de laine aux mains et se dirige vers l'arrêt d'autocar. Au passage, il s'arrête au bureau de tabac et achète 3 cigarettes à la pièce. Le buraliste prend sa monnaie et s'étonne. « Vous partez en voyage, monsieur Polstorff? Vous avez l'air fatigué. »« Oui, je pars en voyage. Il faut bien. » Sur cette réponse énigmatique, Borvin Polstorff s'en va prendre le car pour Beyrouth. Un quart d'heure plus tard, le buraliste dit à monsieur Bader en lui vendant son cigare « Tiens, votre locataire est parti en voyage et j'ai comme l'impression qu'il n'est pas prêt de revenir. » Monsieur Bader, inquiet sur le reste du loyer impayé pour le mois de février, se rend donc à la petite maison. Il arrête sa voiture à l'entrée du champ boueux et, étonné de ne pas obtenir de réponse à ses coups répétés, il ouvre lui-même la porte avec un double de la clé. C'est ainsi que, le soir même, à la gare de Beyrouth, on arrête Borvin Polstorff accusé d'avoir assassiné sa femme. Personne ne comprend, ni la police, ni les témoins, ni l'avocat, ni le juge qui interroge Borvin Polstorff. Personne ne comprend. Il a tué sa femme, il ne le nie pas. Il s'est laissé arrêter sans protester, il a avoué dès la première question, mais personne ne comprend pourquoi il a tué sa femme, car il en était terriblement amoureux. Borvin Polstorff a été transféré à Oldenbourg et sa première rencontre avec son avocat est bien dans la logique du personnage. Il a gardé sa morgue, mais le ton est devenu fataliste. « Je n'ai pas besoin d'avocat, il n'y a rien à défendre. J'ai fait mourir ma femme, elle me l'avait demandé, c'était une promesse. J'ai tenu ma promesse, allez-vous-en, vous ne saurez pas expliquer les choses. Mais vous ne pouvez pas vous défendre seul. Je n'ai rien à défendre, les choses sont ainsi. » Que s'est-il passé en ce soir de février après que le propriétaire de la petite maison délabrée eut quitté Borvin? Clara a dit « Le moment est arrivé ». Et elle a ajouté « J'ai tout écrit dans une lettre, tu la liras et ensuite tu feras ce que tu as promis. » Ce soir-là, ils dînent en silence, face à face, mais ne mangent pas. Borvin prend la lettre que lui tend sa femme et lit. « Cette fois c'est terminé, Borvin. Il faut jouer carte sur table. Nous sommes comme le gibier acculé. C'est là la lie. Entends-tu les cornes des chasseurs? Elles disent qu'ils vont nous achever. J'entends les chiens. Rappelle-toi le cerf que nous avons levé un après-midi d'automne. Il faisait beau quand nous l'avons cerné.
La mare était verte et le soleil brillait par éclats entre les branches. La bête nous regardait. Elle savait que tu allais la faire mourir et elle le désirait, comme moi, parce qu'elle était épuisée. Je t'aime, Borvin, mais il faut me tuer, m'achever. Lorsque tu reviens du bureau de chômage, je te guette par la fenêtre. Je sais que tu as quelques billets dans ta poche et que, pour cette mendicité, tu souffres comme un damné. Le moment est venu, Borvin. Tu le feras quand je dormirai, n'importe quand, je ne veux pas le savoir. Tu vois, je n'ai même pas le courage du cerf. Toi, tu as encore la force du chasseur. Promets-moi de ne pas te tuer avant que je sois morte. Adieu, Borvin. C'est une lettre terrible, signée par Clara que la police retrouva abandonnée sur la table de Formica dans la cuisine, au milieu des restes d'un repas frugal et inachevé. Le moment est venu. Ce sera donc la nuit du 25 février 1956. Une nuit d'épouvante. Clara dort. Borvin, lui, entaille les veines, mais il coupe mal car il s'est servi d'un couteau mal aiguisé. Lorsque sa femme s'évanouit, il se réfugie sur une chaise, en face du lit, en attendant, en regardant le sang couler. Le lendemain matin, Clara se réveille. Alors, Borvin répète son geste. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Clara supporte la souffrance sans mot dire et s'évanouit à nouveau. Heureusement. Dans l'après-midi, elle est toujours inconsciente. Borvin pense qu'elle va mourir, alors il pratique sur ses poignets la même incision à l'endroit du pouls et, à son tour, il s'évanouit. La nuit passe, puis une autre journée et une autre nuit. 96 heures d'agonie. Et l'impensable se produit. Au soir du 3e jour, Borvin s'éveille. Il n'est pas mort. Penché sur sa femme, il perçoit encore des gémissements faibles, mais qui lui prouvent que Clara a résisté à la terrible hémorragie. Alors, Borvin devient fou. Sinon, comment expliquer qu'il va achever sa femme à coups de couteau avec une sauvagerie incroyable? Devant les juges, Borvin soupire. Comme ça a été long et difficile. Mais il est resté le seul vivant, et lui n'aura pas le courage de recommencer à mourir. Alors, il change de vêtements, réunit quelques affaires dans une petite valise, entoure ses poignets de chiffon, enfile des gants de laine pour les dissimuler et s'en va. Lorsqu'on l'arrêtera sur le quai de la gare, il venait de prendre un billet pour Nuremberg, le peu d'argent qu'il possédait ne lui permettant pas d'aller plus loin. Au tribunal, il montre un visage fermé, au regard éteint. Le procureur lui demande « Quel est le véritable mobile qui vous a poussé à tuer votre femme ?»« Nous étions ruinés et elle voulait mourir avec moi. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. »« Et pour vous ?»« Pour moi non plus, puisqu'elle le disait. »« Mais vous vivez !»« Ce n'est que partie remise. »« Êtes-vous sûr d'avoir accompli ce crime à la demande de votre femme ? » Vous avez sa lettre, vous l'avez lue comme moi, je ne suis pas un assassin, j'aimais ma femme. Polstorff, si vous aimiez votre femme, pourquoi l'avoir tuée? Vous pouviez lui redonner le goût de vivre. Vous ne comprenez pas, le moment était venu, il n'y avait plus de place pour nous. Fini les rêves, la guerre, monsieur, nous a tout pris. Tout, notre terre, notre château, notre mode de vie, notre bonheur. Clara savait bien que j'étais incapable de continuer à faire la queue devant un bureau de chômage pour quelques marques. C'était fini. Fini! Je ne comprends pas, Polstorff, comment un homme qui dit aimer sa femme peut la tuer avec autant de sauvagerie. Vous l'avez fait souffrir abominablement. Je n'avais pas d'autre moyen. Que faire? Prendre un somnifère et boire la demi-bouteille d'alcool que nous possédions? Se coucher dans la neige et attendre la mort? À condition que nous puissions mourir de froid tous les deux, bien sûr. Et la mort n'aurait pas été plus douce. Non, je n'avais pas le choix. Nous n'avions pas d'argent pour nous offrir une mort douce. Nous étions trop pauvres. Trop pauvres? Vous avez acheté des cigarettes au village. Vous avez pris le car. Vous avez acheté un billet de train pour Nuremberg. Un témoin a même déclaré que vous aviez acheté un sandwich à la gare. Un autre que vous aviez acheté des affaires de toilette et un chapeau. Pas d'argent, vous dites? Vous aviez largement de quoi acheter des somnifères en vente libre. Alors, ne me dites pas que vous étiez trop pauvre pour mourir sans souffrir. Vous ne comprenez pas. Clara ne voulait pas connaître le moment où je déciderais de sa mort. Elle m'a dit « Tu le feras quand je dormirai ». Eh bien justement, une bonne dose de somnifère l'aurait aidé à mourir. Vous ne comprenez pas. Elle aurait dû avaler elle-même ses comprimés en pleine lucidité. Et c'est cela qu'elle ne supportait pas. Savoir.
voir arriver la dernière seconde de lucidité de sa vie et la première seconde de sa mort, comme un cerf pris au piège et qui regarde le fusil du chasseur. Mais vous, qu'est-ce qui nous dit que vous étiez décidé à mourir après elle, puisque vous n'êtes pas mort? Elle savait que je le ferais. Je n'ai pas réussi, j'y parviendrai un jour. Ce sont des mots, monsieur Polstorff, et nous n'aurons jamais la réponse à ces questions. Vous ne pourrez rien prouver. Il restait à juger l'accusation d'assassinat sur la demande de la victime. Cas exceptionnel que la justice allemande estime à 5 ans de prison. 5 ans qui peuvent être ramenés à une simple condamnation de principe en cas de circonstances atténuantes. Mais qui pouvait parler de circonstances atténuantes à propos d'une mort donnée avec tant de sauvagerie? Polstorff avait achevé sa femme au couteau, dans un état de démence peut-être. Mais pas question de circonstances atténuantes, c'était l'avis du procureur. Seulement, il n'existait aucune loi à l'époque, précisant qu'un assassinat sur demande n'a pas le droit d'être cruel. Et la cruauté ne fut donc pas retenue par le juge. Polstorff a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Et que l'on sache, le sursis qu'il s'était accordé lui-même a duré assez longtemps. Il ne s'est pas suicidé une nouvelle fois, il a disparu. Et s'il est mort avant l'heure, il s'en est bien caché.